Bonjour. La FEB a mis en place un cycle de 5 émissions sur le thème de la cybersécurité. L'objectif est de donner un éclairage pratique sur les différents aspects auxquels sont confrontées toutes les entreprises ainsi que les indépendants. Il est important de prendre les mesures les plus adéquates en termes de prévention des cyberrisques, de formation à la cybersécurité, mais également d'avoir les bons réflexes en cas de cyberincident. Les 5 thèmes qui sont développés par des experts en matière de cybersécurité, qui sont également des praticiens expérimentés de cette matière, sont les suivants. Tout d'abord, nous allons parler de l'assurabilité des cyberrisques et des avantages de disposer d'une assurance en ce domaine. Que couvre une assurance cyber? Quel est le support fourni par l'assureur en cas de cyberincident? Le second thème traite de la prévention des risques cyber. Existe-t-il des toolbox? Quelles sont les mesures essentielles de prévention à mettre en place? Le troisième thème traite de la réaction en cas de cyberincident. Quelles sont les obligations de chacun dans ce cadre? Existe-t-il des aides, des supports pour les entreprises victimes d'une cyberattaque? Ensuite, nous parlerons de la responsabilité. Responsabilité de la cybersécurité au sein d'une entreprise. Quelles sont les responsabilités des dirigeants dans le cadre des mesures cyber à mettre en place? Quelles sont les obligations des organes de direction? Et existe-t-il une réglementation qui traite de cette matière et qui donne des responsabilités aux différentes parties au sein d'une entreprise? Notre dernière émission concerne toutes les entreprises victimes de cyberincidents. Elle vise à leur donner les outils nécessaires pour sortir de cette situation. Quelles sont les mesures à prendre pour restaurer les activités, tant d'un point de vue informatique, technique, organisationnel. Également, comment restaurer la confiance tant en interne à l'égard du personnel touché par une cyberattaque qu'en externe envers les clients, les fournisseurs, tous les contacts avec lesquels, pendant la cyberattaque, les contacts ont été rompus, même temporairement. L'émission de ce jour est donc consacrée à la manière de récupérer ces données après un piratage, après un ransomware, après tout incident cyber. Dans bon nombre de cas, il s'agit surtout de reprendre des activités normales, et ce de manière progressive, mais en espérant que ce soit le plus rapidement et le plus efficacement possible. Nos intervenants de ce jour vont vous faire part de leur expérience. Ils vont vous donner des conseils sur la meilleure façon de procéder pour traverser une crise cyber et sortir de cette crise de la manière la plus sereine possible. Nos intervenants de ce jour sont tout d'abord Eric Van Camp, qui est Business Group Leader cybersécurité chez Agoria. Bonjour Nathalie. Bonjour Eric. Ensuite, nous avons Alexandre Pluvinage, qui représente la Cybersecurity Coalition. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nous avons Stéphane Audan, qui est CIO, directeur informatique au CHU Saint-Pierre. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et Sabrina Cristofano, qui est DPO et CISO, donc responsable de la protection des données et de la sécurité informatique auprès du CHU Bruckmann. Bonjour Nathalie. Alors, pour commencer, je vais partir dans le cadre général et demander à Agoria, qui est une fédération qui s'investit énormément en matière de cybersécurité, qui donne également de bons conseils pour l'encadrement des entreprises en matière de cyber-résilience. Quels sont les outils que Agoria propose dans ce cadre? Quelle est l'aide et les plateformes que vous avez mis en place pour aider les entreprises pendant une crise et après une crise? Alors Nathalie, avant de répondre à votre question, je propose peut-être de donner un peu de contexte, surtout pour les téléspectateurs qui ne sont pas avertis là-dessus. Donc la première chose, Agoria est une fédération d'entreprises technologiques. Nous avons 2100 membres, dont 80 qui représentent des sociétés qui offrent des produits, des solutions cyber. Dans le contexte au niveau de l'industrie, c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les industries font face
à plusieurs difficultés, notamment les difficultés, je veux dire, économiques comme l'inflation, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que les sociétés se font face à de plus en plus d'attaques informatiques. Et bien sûr, les attaques sont de plus en plus sophistiquées. Le troisième contexte qui est vraiment important, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, les entreprises vont devoir faire face aussi à toutes des normes de régulation européenne qui vont arriver, comme par exemple le NIS 2, le CRA, le CSA, etc. Et donc, pour répondre à votre question, au niveau de la prévention, qu'est-ce que Agoria propose pour ses membres? La première chose, on a des masterclass. Donc, ces masterclass permettent justement de pouvoir sensibiliser sur comment mettre la cybersécurité, en tout cas en 30 étapes, facilement à mettre en place, facile à mettre en place. La deuxième chose que l'on a au sein d'Agoria, nous avons un Cyber Start. C'est un programme qui permet justement de pouvoir sensibiliser une grande partie du monde industriel. Au jour d'aujourd'hui, c'est principalement en Flandre que ça a démarré il y a quelques mois. Et c'est un peu un scoop aujourd'hui. Ça a démarré ici début octobre. Alors, quelque chose d'important aussi à mettre en place, c'est que depuis peu, on a sorti une red line. Et cette red line permet justement aux entreprises qui sont victimes de cyberattaques, où la maison est en feu, comment Agoria pourra intervenir dans ce cas-là. C'est une ligne téléphonique disponible pour les membres, mais aussi des non-membres, et dans laquelle on va rassurer, accompagner les sociétés qui sont victimes d'attaques. Mais on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Donc, cette redline permet de contacter Agoria et offre un service direct personnalisé. Voilà. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai eu quelques appels durant les 2 ans que j'ai travaillé pour Agoria, d'exécutifs qui étaient vraiment perdus. On sent cette émotion vraiment profonde en disant « mais que dois-je faire ?» Et ils n'ont pas forcément les capacités internes, ni les contacts. Et donc, le rôle d'Agoria, c'est surtout, les rassurer, en disant « nous sommes là ». Nous avons un vivier d'entreprises qui sont à votre disposition pour vous accompagner. Et on a aussi un petit guide de 6 étapes, dont la première, c'est « cool down », rassurez-vous. Et donc voilà, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure. Rassurez-vous. C'est un bon conseil, mais je pense que le stress doit être énorme. Et je me tourne vers Stéphane Audin. Stéphane, au CHU Saint-Pierre, ce n'est pas un mystère. Vous avez été victime d'une cyberattaque. Mais avant de parler de l'attaque elle-même, je voudrais savoir ce que vous aviez mis comme mesure en place et également les leçons que vous avez tirées au niveau de la prévention, parce que c'est vrai qu'on parle de la restauration dans cette émission, mais je pense que la prévention, c'est un fil conducteur pour bien vivre l'événement et la restauration des données. Qu'avez-vous pu mettre en place préventivement et ce que vous avez amélioré? Quelles sont les best practices et les leçons que vous en avez tirées? Voilà, ça fait beaucoup de questions. Mais vous répondez dans le temps. Mais je dirais, voilà, le premier conseil que je peux donner, c'est faire tout ce qui est possible pour éviter que la cyberattaque arrive. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on peut faire, c'est de la prévenir à tout prix. Et donc cette question, en effet, des dirigeants, moi, la question me l'a posée, j'avais fait une présentation au conseil d'administration de l'hôpital au mois d'octobre l'année passée, parce qu'ils voient aussi ce qui se passe dans la presse et que les incidents augmentent un peu partout, ils sont catastrophiques. Donc la question qui se posait, est-ce que ça peut nous arriver ? Quelles sont nos vulnérabilités? Qu'est-ce qu'on fait pour se protéger? Et qu'est-ce qu'on va faire si cela nous arrive? Donc moi, j'ai répondu à la question de savoir, c'est pas est-ce que ça peut nous arriver, c'est quand ça peut nous arriver. Parce que tôt ou tard, je pense qu'on va tous être confrontés à ce genre d'événement. Et la question, c'est quelle est notre résilience? Donc comment est-ce qu'on peut survivre à une cyberattaque? Donc j'ai exposé à ce moment-là notre plan de cybersécurité qu'on a commencé depuis 2020. Donc moi, j'ai rejoint l'hôpital en septembre 2020 et une de mes premières priorités, c'était mettre en place en effet un plan de cybersécurité. Donc ça commence par faire l'inventaire en fait d'où on en est, donc faire un audit, où est-ce qu'on en est. Donc la base, je pense, de la cybersécurité, c'est en effet le fondement de l'IT Service Management. C'est connaître son parc, connaître son infrastructure, connaître la criticité des applications, qui les gère, quels sont les fournisseurs, etc. Donc c'est la base de l'IT Service Management qu'on retrouve dans des normes telles que l'ITIL ou des choses comme ça, donc il y a des références. Donc d'abord bien gérer son informatique pour pouvoir le protéger, parce qu'on ne peut pas protéger ce qu'on ne connaît pas. Hein, ça c'est la première chose. Et ensuite, oui, on avait un plan qu'on déroulait avec pas mal d'actions de sécurisation, de mise en place d'outils, d'antivirus, mise à jour des vulnérabilités, gestion des serveurs, etc. Nous étions en train aussi de
recertifier tous nos accès externes, parce que la porte d'entrée, souvent, ce sont les utilisateurs, donc il faut pouvoir gérer les comptes. On avait un projet de gestion des accès, donc toutes ces choses étaient en route. Mais malgré tout, donc, au mois de mars 2023, nous avons été victimes d'une cyberattaque. Donc pendant la nuit, ça se passe souvent pendant la nuit, donc on s'est rendu compte de la nuit d'un vendredi à samedi. Et on a pu réagir à cette cyberattaque parce qu'on a dans les hôpitaux ce qu'on appelle un plan d'urgence hospitalier, qui nous permet de traiter tous les cas d'urgence de l'hôpital, comme des afflux massifs de patients, des choses comme ça, mais on a également un plan d'urgence informatique, plan d'urgence cyberattaque et plan d'urgence téléphonie. Donc ce plan était déjà suffisamment avancé, donc nous avons pu très vite activer une cellule de crise pour gérer cette cyberattaque. Et donc faire appeler tous les directeurs de l'hôpital, chacun avait sa responsabilité en termes de communication, et on a pu décliner cette attaque. Donc c'est important d'avoir ce plan, d'avoir un plan au cas où ça arrive, parce que c'est fort probable que ça arrive. Donc vous savez que, vous l'avez dit, donc la menace augmente, la probabilité augmente et la sévérité des incidents augmente. Donc c'est quelque chose à prendre tout à fait au sérieux. Et dans le cadre de la loi NIS 2, quasi toutes les entreprises ont une responsabilité légale de même de prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger ces données. Donc on n'a pas le choix, il faut le faire. Donc parfois ça peut paraître fastidieux, lourd. Les entreprises pensent qu'elles ont tellement d'autres choses à faire, ils n'ont pas le temps. Mais je pense que l'effort et la peine qui suit une cyberattaque sera beaucoup plus élevée que l'effort à faire pour se protéger. Donc préparez-vous. Et ensuite, des petites astuces, oui, c'est avoir ces données de contact, par exemple, sous la main. Moi, lors de la cyberattaque, j'avais le numéro du CERT dans mon téléphone, dans mes contacts. Première chose que j'ai fait, pendant la nuit, j'ai appelé le CERT, la cellule de crise, ils ont très vite réagi, c'était sous place. Ce qui est important aussi, on parle d'assurabilité aussi, si vous avez une assurance, n'ayez pas une copie de votre assurance sur votre serveur, parce que les pirates, quand ils sont rentrés, la première chose qu'ils vont faire, ils vont chercher votre contrat d'assurance, comme ça ils savent combien ils peuvent vous demander. Donc, petit truc, ne pas mettre l'assurance sur les serveurs. Et aussi, donc, dans le plan d'urgence, c'est se préparer au pire. Donc il faut pouvoir travailler en mode dégradé. C'est-à-dire, il faut se dire qu'à un moment, si vous n'avez plus de système informatique, qu'est-ce que vous allez faire ? Où est-ce que vous allez trouver vos contacts nécessaires, les informations critiques? Dans le cas de l'hôpital, évidemment, on a tous les jours, plusieurs fois par jour, on fait une copie des plans de soins des patients qui sont à l'hôpital. Comme ça, on peut les reprendre. Donc, quand on n'a plus de système, on a toujours les plans de soins qui sont en cours pour les patients. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et je dirais la chose la plus importante à faire aussi, c'est être sûr qu'on a une copie immuable des backups. Que ce soit hors ligne ou que ce soit dans le cloud, mais une copie qu'on est sûr que quoi qu'il arrive, on ne pourra jamais les casser et toujours récupérer une copie des backups. Parce que les pirates, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont d'abord détruire vos backups et ensuite ils chiffrent vos données. Donc vous êtes pieds et mains liés pour établir. Donc c'est très difficile. Donc il faut vraiment avoir une stratégie. La première stratégie, c'est vraiment d'avoir une copie immuable des backups. Et comme ça, en cas de cyberattaque, on peut toujours reconstruire ces systèmes. Et ensuite, l'ordre de construction des systèmes, je disais, ça part du plan informatique, connaître son infrastructure, connaître les applications critiques, savoir dans quel ordre il faut les démarrer, savoir quelles personnes il faut impliquer, quel fournisseur, quel utilisateur, et pas par pas reconstruire son infrastructure. Au départ, qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Et puis après, on commence à ouvrir progressivement en étant sûr que notre système soit sécurisé. Oui, ça fait froid dans le dos quand vous en parlez. Je mets une petite parenthèse. Quand on a déjà parlé 2 fois de NIS 2. Pour ceux qui ne sont pas au courant, NIS 2, c'est une directive européenne de 2022 qui oblige une série d'entreprises et un grand nombre d'entreprises en Belgique. Ça représentera à peu près 2800 à 3000 entreprises qui devront prendre un plan des mesures de cybersécurité obligatoires pour affirmer une cyber-résilience, et ce sont des mesures vraiment assez lourdes et qui s'appliquera de manière générale à plus que 2800 ou 3000 entreprises, qui sont de bons conseils pour que les entreprises puissent se préparer le mieux possible à une cyberattaque, à prévoir une cyber-résilience. Et donc cette directive sera d'application en Belgique en principe fin de l'année prochaine. Petite parenthèse fermée, mais c'était pour que nous ne parlions pas un langage que tout le monde ne comprend pas. Vous avez parlé de rapidité, de célérité, et je demanderai à Alexandre quels sont les bons conseils. La Cybercoalition a travaillé notamment sur des outils pour aider les entreprises à réagir le plus rapidement et efficacement possible. Quels sont ces outils et comment peut-on les aider à cette rapidité indispensable?
Je pense on a travaillé, ça fait déjà quelques années, le document a été revu et est estimé être toujours aussi à jour que nécessaire. On a un guide de gestion des incidents, gestion de crise en fait, qui est un guide qui est assez développé puisqu'il fait plus de 42 pages. Ça peut être un petit peu trop pour certaines entreprises, certaines PME, c'est clair. Maintenant, je recommanderais aux directeurs d'entreprise ne serait-ce que d'aller lire la table des matières. Le guide est disponible sur le site de la coalition à www.cybercitycoalition.be en 3 langues. Donc, a priori, il va trouver son bonheur. Lire la table des matières pour voir ce qui l'intéresse. Mais je voudrais peut-être mettre un peu plus l'accent, surtout quand on parle à des PME, sur ce que moi j'appelle la première heure. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où on va détecter l'infection, et on va appeler le ou la chef d'entreprise en disant « Monsieur, madame, tout est bloqué, qu'est-ce qu'on fait ?» Et à partir de ce moment-là, ça commence. La plupart des entreprises, les chiffres récents montrent encore que 70% des entreprises en Belgique ne sont pas ou mal préparées à la première réaction. On le sait, on l'a vu, et tous ceux qui ont malheureusement fait l'expérience d'une cyberattaque l'ont expérimenté. Plus on tarde à réagir, plus les conséquences vont être graves, longues et douloureuses. Et donc, ce que moi je conseille, et on a un petit document qui est disponible sur le site de la FEB, c'est un document d'une seule page qui va reprendre des éléments cruciaux mais simples. C'est-à-dire qu'on va dire, voilà, qui doit être appelé? Stéphane en parlait, les numéros de téléphone, on a eu des cas où, oui, il y avait une crise, qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faudrait appeler Paul, zut, son numéro est sur mon PC est bloqué, ça ralentit. Savoir qui doit faire quoi, qui est l'alternate, qui est le remplaçant. Parce que si à ce moment-là, Paul, il est en trekking au fin fond du Tibet, ça va être compliqué pour lui de gérer l'incident. Donc avoir la liste de tous les gens, et je veux dire, tout le monde, c'est les gens dont on aura besoin. Évidemment la direction, les gens opérationnels, mais les ressources humaines, parce que peut-être que les employés vont devoir rester à la maison pendant un temps, il va falloir communiquer avec eux. Ah, alors l'équipe de communication aussi. Toutes les personnes cruciales pour commencer à travailler. Je n'irai pas jusqu'à leur dire comment ils doivent commencer à travailler, parce qu'on le sait, et la plupart des entreprises ont vécu ça, quand il y a une crise ou un moment difficile, on réunit la direction, mais une fois qu'on est autour de la table, on est tout à fait capable de travailler. Le problème, c'est où et quoi. Et le document va un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'il dit aussi, on réfléchit un peu, où est-ce qu'on va se retrouver? Est-ce qu'on doit aller dans les bureaux de l'entreprise? Peut-être, mais si les personnes sur le document habitent toutes dans une autre région, peut-être que c'est plus malin de faire le premier meeting chez l'un d'eux, par exemple. Si les portes de l'entreprise s'ouvrent avec un badge et que le badge est connecté au système informatique et que le système informatique a été bloqué par le virus, ça va nous ralentir. Est-ce qu'on aura accès à Internet dans l'entreprise? Des choses simples auxquelles on pense une fois, on réfléchit ça ensemble, on remplit ce document, on en fait des copies, on met papier chacun chez soi, en tout cas pour toutes les personnes qui sont dans le document, qu'on peut garder sur son téléphone, parce qu'on n'a pas encore vu de cyberattaque qui va attaquer le réseau de l'entreprise et les portables. C'est pas le même système informatique. De mauvais conseils. C'est pas impossible, ça va être compliqué. Et puis on réfléchit aussi avec quoi on va bosser. Les PC sont bloqués. OK, comment j'envoie un mail? Comment je vais envoyer une communication à qui? Voilà, toi, tu as un iPad, toi, tu as un ordinateur personnel. On va peut-être décider d'utiliser une adresse Gmail. C'est pas top au niveau des données, mais quand on est dans gestion de crise, il faut bien prendre des décisions. Enfin, ce petit document permet simplement de se préparer à la première heure et de savoir rapidement se retrouver ensemble autour d'une table. On va l'entraîner aussi. On va l'entraîner aussi parce que c'est comme pour tout. Hein, si on l'a vu, on l'a connu, puis qu'on l'a essayé 1 ou 2 fois, on sera beaucoup plus rapide à l'utiliser. Exactement. Et donc ça, c'est un document et des bons conseils dans l'absolu. Et puis, en pratique, quelles sont les mesures que vous, au CHU Saint-Pierre, avez-vous mis en œuvre? Comment ça s'est passé, les premières réactions, la rapidité, sous pression? Mais comme je disais, donc l'attaque s'est passée... on a remarqué des lenteurs dans les systèmes de la nuit du vendredi au samedi. On a un système de garde à l'informatique aussi. Donc le personnel de l'hôpital a directement appelé la garde informatique qui est intervenue tout de suite. Les gens ont directement été voir sur place pour essayer de voir ce qui se passe. Moi-même, j'étais appelé vers entre 3h et 4h du matin. Et on s'est très vite rendu compte, à peu près entre 4h, 5h, qu'on était victime d'une cyberattaque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait directement? La première chose que nous, on a fait, parce qu'on ne connaissait pas l'ampleur de l'attaque. On ne savait pas si des données étaient exfiltrées. Vous savez que nos données sont extrêmement critiques. Donc, on a dit directement, on coupe tout. On coupe notre connexion avec l'Internet et on coupe nos connexions avec nos partenaires, l'hôpital Bruckmann
et les autres sites qui travaillent avec nous, avec lesquels on a des connexions LAN to LAN. Donc on a coupé ces connexions pour éviter de propager l'infection. En fait, c'est comme le Covid. On a fait du confinement, si vous voulez. Donc on s'est confiné. C'est la première chose à faire. Ensuite, la première chose que je vais faire, je suis monté dans ma voiture pour me rendre à l'hôpital. Et dans ma voiture, la première chose que j'ai fait deux coups de fil. Le premier, c'était au CERT, pour la cellule de crise, pour les prévenir. Voilà, nous sommes victimes d'une cyberattaque. Très vite, ils ont réagi, ils m'ont fait un conf call 2 heures après, ils sont venus sur place. À 9 h du matin, le samedi, ils étaient sur place avec une équipe pour intervenir. La deuxième chose que j'ai fait, c'est prévenir mes collègues directeurs informatiques des autres hôpitaux à qui on était connectés pour dire « Attention, on est victime d'une cyberattaque, ça peut arriver chez vous aussi ». Donc comme ça, eux, ils étaient prévenus aussi, ils pouvaient déclencher aussi leur plan d'urgence. Ensuite, c'est déroulé, on a rassemblé la cellule de crise, on a pris les premières actions. Ce qui est très bien, c'est que notre directeur général, avec l'équipe de communication, a directement fait un communiqué de presse aussi, pour dire exactement. Donc avoir la main sur la communication, c'est extrêmement important. Parce que si vous ne communiquez pas, tout le monde se fait des scénarios, et ce sont les journalistes qui vont venir vous poser des questions embêtantes, etc. Donc on avait la main sur la communication. Et donc suite au communiqué de presse pour dire exactement ce qui passait, il y a des journalistes télévisés qui sont venus, il y a eu des interviews, c'est passé même à la une à 19 h 30 au JT, ce jour-là. Donc maîtriser la communication, c'est très important. Et ensuite, on s'organise au niveau de la crise. Ce qu'on a fait, quelque chose de pratique aussi, c'est que quand on n'a plus de communication, heureusement qu'on a le GSM, on a la 4G, parce qu'on n'a plus d'Internet, mais on a la 4G. Donc prévoir la 4G pour les communications critiques, c'est important. Et on avait un petit groupe aussi de communication WhatsApp avec les membres du comité de direction. Et donc on communiquait à la minute sur ce qui se passait en fait. Et donc moi-même, j'étais aussi très disponible pour pouvoir répondre aux questions. Au niveau de la direction, certains me disaient, soulever, poser des questions, des choses. Je répondais très vite via le WhatsApp. Et j'avais un groupe aussi WhatsApp avec les directeurs des autres hôpitaux. Donc WhatsApp est un outil de communication backup qui est très efficace en gestion de crise. Donc échanger, communiquer beaucoup. Et ensuite, on a commencé à... Donc la première chose, c'est arrêter l'attaque, c'est ce qu'on a fait. Et ensuite, deuxième chose, c'est piloter la crise. Donc le CERT est venu sur place. Ils ont demandé des copies de tout ce qui était possible en tant que de log, des systèmes, des traces dans le système pour essayer de comprendre quelle était la nature de l'attaque, qu'est-ce qui avait été impacté, etc. Donc très vite, ils ont pu dire exactement ce qui se passait, les serveurs qui avaient été impactés. Donc ces serveurs, on a eu en fait 11 serveurs qui étaient infectés. Donc ils nous ont dit, cela, il faut absolument les reconstruire. Mais avant de les reconstruire, prenez une image de ces backups. Comme ça, on peut essayer de retrouver des traces. Notre équipe qui est venue rapidement sur site, c'est la Regional Computer Crime Unit, qui eux viennent pour... vous avez le CERT qui vient pour faire les pompiers, éteindre l'incendie, oui. Et vous avez la Computer Crime Unit qui vient pour mener l'enquête, pour essayer de trouver les choses. Alors ensuite, dans le plan d'urgence, les autres choses qu'on a fait, c'est aller déposer plainte à la police. Donc ça, c'est notre juriste qui s'en est chargé. Donc elle était à la police de Bruxelles déposer une plainte. Ils ont posé aussi évidemment quelques questions pour le contexte de l'incident. Et puis on est obligé aussi dans les 72 heures de faire une déclaration à l'APD, l'Agence de protection des données. C'est une obligation légale du GDPR de le faire. Donc c'est notre DPO qui s'est chargé de ça. Donc il a commencé à préparer le dossier pour faire ça. Et puis ensuite, une fois qu'on a mis en place la crise, on a des réunions de coordination avec la cellule de crise de l'hôpital, la cellule de crise dans mon équipe aussi, tous les jours. Au départ, plusieurs fois par jour, puis tous les jours, on faisait le point sur les actions. Le CERT nous a fait toute une série de recommandations. On a une liste de 69 recommandations à implémenter. Après, il faut les prioriser. Certaines ont été effectuées tout de suite et d'autres sont encore en cours d'implémentation aujourd'hui. Donc, 6 mois plus tard, on l'a intégré dans notre roadmap. On a fait toutes ces choses. Et puis après, quand on démarre, il faut aussi veiller à ce que l'attaque ne se reproduise pas ou ne se propage pas. Donc, il faut mettre des protections immédiates en place. Donc, on a tendance, quand on a une connexion Internet, de tout ouvrir et de fermer ce qui dérange. Alors, on fait du blacklisting. Donc, on a fait le contraire, on a fait du whitelisting. On ferme tout, mais on n'ouvre que ce qu'on a besoin. Ah oui. Et donc, ça, c'est important. Et donc, pour pouvoir connaître les connexions dont on a besoin aussi entre les sites des hôpitaux, on savait quelle application part avec quelle application, via quel port, etc. Et tout. Donc, on a commencé à mettre toutes des règles pour dire on ouvre que les communications qui sont nécessaires. Comme ça limite les risques. Il faut aussi détecter pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui sont installées sur le réseau. Donc, faire en sorte que les antivirus soient à jour. Et on a mis très vite en place un EDR, c'est Endpoint Detection and Response, qui permet de détecter en temps réel les choses qui se passent et de réagir. Donc, on n'avait pas ce genre de choses. Et c'est important de pouvoir détecter l'attaque. Donc, une fois qu'on avance dans les mesures, entre le moment où les pirates sont rentrés et le moment où on a détecté qu'ils étaient là, il s'est passé 48 heures. 48 heures, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. C'est beaucoup parce qu'en 48 heures, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Oui.
Mais si on a des outils en place, en 48 heures, on peut les détecter plus vite et les arrêter plus vite. Et donc, ce sont des outils actifs comme des EDR. On parle de SOC aussi, hein, Security Operations Center. Des gens qui, 24 heures sur 24, vont analyser les alertes qui viennent de vos systèmes et prendre des mesures si nécessaire. Et donc, nous, on a pu rapidement, si le lendemain, on a déployé des EDR grâce à notre partenariat avec l'hôpital Bruckmann qui avait déjà implémenté ça l'année d'avant. Donc, leur partenaire nous a aidés très vite dans la crise et nous a dit on vous donne les outils à disposition, on va faire les démarches administratives par après, mais on va vous aider dans un premier temps. Donc, on a déployé nos EDR sur tout notre parc en 24 heures. Vous voyez, on dit parfois des choses, mettre en place la sécurité, c'est des choses compliquées. Oui. Mais quand il faut le faire, on le fait. Là, je vous assure, on le fait. Et ça va très vite. Mis sous pression. Donc là, on l'a fait et ça nous permet aussi de se rassurer que tout n'était pas impacté et de pouvoir isoler ces 11 machines dont j'en parlais. Donc voilà un peu le scénario. Puis on est encore aujourd'hui en train de reconstruire le plan. Hein, mais grâce à la crise, on a pu faire en quelques mois ce qu'on comptait faire en 2 ans de temps. Donc le conseil que je pourrais donner, n'attendez pas que vous êtes attaqué, faites les choses. Faites les choses, et ce n'est pas toujours aussi compliqué qu'on le pense. Et faites-vous aider, il y a des experts qui sont là pour vous aider, pour mettre ces choses en place. Et c'est indispensable. Mais comme vous le dites, c'est un travail perpétuel. On ne peut pas se dire le plan est terminé. La menace évolue et il faut mettre à jour son parc. Donc il faut continuer. C'est une course contre la montre. Mais c'est intéressant aussi, à travers votre expérience, de voir qu'on dit souvent une attaque informatique, et je pense que dans beaucoup de PME, pas dans des entreprises de la taille de la vôtre, mais on dit la personne responsable, c'est éventuellement l'informaticien, puisque lui, il connaît les problèmes cyber, mais on entend bien que tout le monde était sur le pont et que chacun a sa tâche et que c'est très important d'avoir un plan de réponse à l'incident qui soit bien documenté, bien organisé. Et notre directeur général, M. Leroy, a communiqué aussi avec le conseil d'administration et les autorités. Et d'ailleurs, à 10h du matin, le samedi, j'ai eu la visite de M. Philippe Claus, bourgmestre de Bruxelles, sur notre site pour nous encourager. Ah. Pour la petite histoire, voilà. Je rajouterais peut-être encore une petite chose. Je ne sais pas si vous l'avez fait, mais c'est une recommandation qu'on n'entend pas très souvent. Quand il y a une cyberattaque du style ransomware, on le sait, ils sont là depuis des jours, parfois des semaines. Et on ne sait pas ce qu'ils ont vu, ou ce qu'ils ont volé, ou ce qu'ils ont fait. Ils ont très bien pu aller sur les PC du service comptabilité et faire des choses. Quand vous avez une attaque type ransomware, appelez votre banque. Prévenez-les qu'ils puissent au moins mettre vos comptes sur surveillance, ou parfois, quand l'activité économique est complètement bloquée pendant plusieurs jours, qu'ils bloquent les comptes temporairement. On ne sait jamais. Je n'ai pas entendu parler d'histoire où ça se serait passé, mais ce serait un peu dommage d'attendre que ça arrive pour prendre action. Les banques aujourd'hui ont des clients qui font face à ça, savent réagir et mettre les comptes sous protection. Bon conseil. Une chose à ajouter, c'est que, comme je disais, le CERT nous a beaucoup aidé et fait les pompiers dans des actions tout de suite, mais ils ne restent pas longtemps. En fait. Après, ils s'en vont. Alors, il faut continuer à sécuriser son parc. Donc, il faut être en contact aussi avec des experts qui peuvent vous aider quand vous avez la cyberattaque. Et pas attendre que vous avez la cyberattaque pour les contacter. Vous devez avoir déjà des gens avec qui vous pouvez travailler et savoir dans quelles conditions ils vont intervenir. Donc, ils ont pris le relais du CERT, donc ils ont pris toutes les informations du CERT, donc un Red Team, hein, quand on parle. Et donc, c'est des gens qui peuvent, en préparation, tester vos vulnérabilités, faire des pen testing, etc. et auditer votre sécurité. Et en cas de crise, ils peuvent vous aider aussi à continuer à faire l'analyse des vulnérabilités et renforcer les recommandations qu'on vous a donné pour être sûr que vous allez dans la bonne direction. Et après avoir mis en place les mesures de sécurité, les tester, régulièrement tester les mesures de sécurité, faire des pen testing, ça c'est important. C'est important de prendre contact avec une société qui peut vous aider avant, parce qu'on a vu des cas où pendant l'incident, on s'est fait appeler par une boîte de cybersécurité qui allait nous aider. C'était les fraudeurs, enfin c'était les hackers. Pourquoi ? Parce que comme on avait coupé les systèmes, ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais s'ils peuvent nous aider, on va leur ouvrir une entrée et ils pourront continuer à voir ce qui se passe et mieux négocier la rançon. Donc ils vont jusque-là. Oui, ça va loin. Mais lors de la première émission, nous avons reçu en effet des sociétés qui s'occupaient d'aider pendant la cyberattaque les entreprises. Sabrina, vous avez été indirectement impactée par la cyberattaque du CHU Saint-Pierre. Donc, quelles sont les conséquences au niveau des hôpitaux, dans ce cas-ci, qui étaient en contact avec le CHU Saint-Pierre ? Mais alors, donc les conséquences, déjà, nous, comme on partage une partie de notre parc avec le CHU Saint-Pierre, la première réaction, c'est de se dire, on coupe la connexion. On prend les mêmes mesures. Donc, moi, j'ai aussi averti la police.
J'ai pas été sur place parce qu'on partage le même service juridique, donc elle l'a fait aussi pour nous, pour déclarer, parce qu'à ce stade-là, on ne sait pas si on est aussi impacté ou pas. Donc j'ai aussi contacté le CERT. Nous, en l'occurrence, on avait déjà un service donc, qui s'occupait de notre moyen de détection, donc le XDR, et donc je les ai aussi prévenus, parce que ces personnes, justement, peuvent voir s'il y avait une anomalie ou quoi sur le système. Elles n'avaient rien remarqué à ce moment-là, mais effectivement, elles nous ont vraiment bien aidés. Et ensuite, voilà, ça impacte. Au fait, la première chose que moi j'ai à l'esprit, c'est qu'au départ, on se dit, bon, c'est Saint-Pierre, l'hôpital Saint-Pierre, c'est pas nous. Mais au fait, non. Parce qu'une cyberattaque, on peut être impacté. Et donc, ce que vraiment je souligne, et c'est vraiment très important, je pense. Alors nous, on est un hôpital, effectivement, on est une grosse structure avec une infrastructure commune, tout ce qu'il en est. Mais ça peut très bien arriver pour une PME, par exemple, d'être impacté parce qu'il y a un fournisseur. Ah oui, tout à fait. Et ça, on oublie. C'est vraiment une chaîne, au fait. Ça peut être en cascade. Donc, je pense que, voilà, ça arrive aux autres, mais si jamais on a un lien, quel que soit, avec en tout cas l'entreprise, il faut vraiment être vigilant à ce moment-là et vraiment couper et faire attention. Alors aussi, ce que moi je retiens, c'est qu'il faut agir vite. Voilà, faut être préparé, hein, effectivement. Je pense que si on est préparé, dans son téléphone, je recommande même aux personnes responsables de PME, c'est d'avoir en tout cas les numéros essentiels que Alexandre citait tout à l'heure. Ça doit vraiment être dans le GSM, comme ça, même en vacances, au cas où, tant pis, on peut y accéder, on sait quoi faire. Et alors aussi, préparer, je conseille un groupe, Signal ou WhatsApp, mais en tout cas, avoir déjà un groupe préétabli. Peut-être qu'on ne va jamais l'utiliser, mais en cas d'attaque, au moins, il est déjà là. Et effectivement, avoir des numéros backup si la personne est en vacances ou autre. Donc ça, c'est ce que je conseille. Et alors aussi, donc, commencer la collaboration donc, au niveau technique, donc avec la direction. Ça, c'est très bien. Mais par contre, il faut aussi avoir une collaboration avec les collaborateurs de l'entreprise. Parce que c'est là qu'on se rend compte que pour beaucoup de gens, dans toute entreprise, on travaille, finalement, on aime quand même bien son travail, on se sent impliqué, et d'autant plus quand il y a une cyberattaque qui peut mettre l'entreprise en danger. Et ça, on ne se rend pas compte de l'impact psychologique qu'il peut avoir sur ces personnes, parce que tout d'un coup, même des personnes qui on va travailler comme tout le monde et font leur travail, voilà, se disent c'est mon boulot, c'est tout. Mais non, quand ça arrive, là, on se rend vraiment compte. On se dit, mais alors là, l'entreprise de 1 peut être par terre. Nous, dans le cadre de l'hôpital, effectivement, il y a des vies, donc c'est encore à un autre niveau. Et aussi, il y a des données personnelles qu'on n'a peut-être pas envie de divulguer. Et pour les PME, clairement, on en a vu qui étaient par terre après une cyberattaque, quoi. Donc, voilà, il y a du stress qui peut arriver. Donc ça, je pense que clairement, il faut faire attention. Et alors aussi, c'est la communication. La communication, il faut vraiment sensibiliser les employés, en tout cas, et même les cadres, hein, je veux dire, de l'entreprise, de se dire, si ça arrive, il ne faut pas divulguer de l'information n'importe comment. Ce n'est pas tout à chacun, parce que je pense qu'on s'est fait cyberattaquer, il y a peut-être une rançon ou fuite de données. Non. Il faut laisser le travail à la direction et au service communication. Ça, c'est vraiment essentiel. Vers l'extérieur, mais également vers l'intérieur. Ça, c'est à la direction et au service de communication à être transparent en fait au niveau des employés et de le faire suivre. Ça, c'est vraiment ce que nous, on a vu à l'hôpital. Hein. Donc, quand c'est arrivé avec Saint-Pierre, on a eu forcément des groupes de communication au niveau, on va dire, technique, avec le directeur des hôpitaux, tout ça pour vraiment suivre qu'est-ce qui se passait. Et de l'autre côté, il y avait aussi, des communications récurrentes vers les membres du personnel pour pouvoir les rassurer et de se dire qu'est-ce qui se passait. Et effectivement, je pense que ça peut vraiment aider. Tout à fait. Mais ce qui est très particulier au secteur hospitalier, c'est que vous disposez non seulement de données particulièrement sensibles, toutes les données médicales, mais également qu'en cas de blocage de vos systèmes informatiques, il y va directement de la vie de personnes, puisque si le système ne fonctionne pas, comment appréhende-t-on un tel risque? Parce que c'est particulièrement important. Il y va évidemment dans d'autres cas de la survie d'une société, mais ici, il y va de la survie de patients. Alors, il y va de la survie du patient, effectivement. Et donc, comme Stéphane l'a souligné tout à l'heure, dans les hôpitaux, il y a déjà un plan d'urgence hospitalière qui est déjà prédéfini. Donc, tout ça, c'est déjà réfléchi.
Effectivement, le risque zéro n'existe pas, hein, voilà, ça c'est clair. Mais en tout cas, il y a déjà pensé dans les hôpitaux, quoi. Donc vraiment, on prend les moyens. En tout cas, si jamais ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? C'est déjà décrit. Donc voilà, ça c'est dans les hôpitaux, c'est déjà pensé en général, mais c'est quand même toujours la panique. Hein. J'imagine. Je veux dire, ça c'est voilà, c'est inévitable. Il y a des gens derrière, tout simplement, il n'y a pas de repas, on ne sait pas donner à manger correctement aux patients. Alors ça a l'air complètement anodin, mais ce n'est pas vrai au fait, parce qu'il y a des patients qui ont des repas bien particuliers. Donc voilà, il n'y a plus de laboratoire, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je veux dire, voilà, c'est toutes des choses qui font qu'on ne sait plus opérer. On peut peut-être reporter l'opération, mais on est en pleine opération, donc il faut refermer. Mais voilà, on ne sait jamais les risques. Je veux dire, voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. Bon, en général, moi, j'ai vu ici à l'hôpital, les gens étaient quand même assez bien préparés à ce niveau-là. Donc, ça fait plaisir et c'est rassurant. Tout à fait, pour tout le monde. Voilà, donc chacun son métier. Je veux dire, les médecins sont assez confiants et voilà, on ne va pas prendre de risques, en tout cas pour un patient, ça c'est sûr, mais c'est ce qui fait le plus peur, effectivement. J'imagine. Je peux ajouter peut-être quelque chose. Oui, tout à fait. Que l'on observe de plus en plus au niveau des entreprises. À partir de l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, on a vraiment observé une nouveauté, si je puis dire, dans les attaques informatiques. Tout le monde connaît le ransomware, phishing ransomware, mais on observe de plus en plus le wiperware. Donc c'est quelque chose qui efface complètement les systèmes, mais à un niveau très très bas, si je puis dire. Ça veut dire que vous impactez le temps de recouvrement pour pouvoir avoir vos outils de monitoring, vos outils de détection, vos outils, je veux dire, de désinfection. Et donc ça, c'est de plus en plus, je veux dire, à la mode, et on remarque ça dans nos entreprises. Ce que je souhaiterais aussi souligner, et c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en considération, notamment plus dans le cadre des hôpitaux, au jour d'aujourd'hui, on observe de plus en plus des cas de killware. Ça veut dire qu'une attaque a un impact réel sur la vie. Gartner a fait une étude l'année passée et prédit justement une augmentation de ces killware. Et donc c'est quelque chose de vraiment important, je veux dire, pour les téléspectateurs, de prendre ça en considération. En tout cas, si vous avez une responsabilité dans une activité industrielle qui peut avoir un impact, je veux dire, sur la vie humaine, dans le milieu industriel, on parle de safety, c'est vraiment important maintenant de prendre ça en considération, et surtout si vous êtes un fournisseur, comme je dis, des hôpitaux, parce que c'est souvent via une attaque latérale, si je puis dire, qu'on va attaquer les éléments les plus sensibles. Donc c'est vraiment important de prendre ça en considération au jour d'aujourd'hui. À côté de ce type de fraude, de cyberattaque, il y a aussi d'autres attaques dont on parle peut-être moins parce que ça fait moins les choux gras de la presse, mais tout ce qui est fraude, arnaque informatique sont de plus en plus importantes et ce sont des montants importants qui sont en cause également. Y a-t-il des outils pour permettre de prévenir, de lutter contre ce type d'attaque Oui, d'abord, effectivement, ces attaques, on en voit tous les jours. Je veux dire, des fraudes à la facture, des fraudes au CEO, le phishing évidemment. Ce sont des fraudes qui coûtent de l'argent. Alors, ça ne met pas toujours l'activité en péril, bien qu'une PME qui se ferait voler un montant de 50 000 60 000 euros, ça peut faire très très mal. Et alors, ce qui est en plus, l'évolution, je parlais tout à l'heure, de leur imagination et de leur culot, parce que quand même, quand on rappelle la boîte en disant on va vous aider alors qu'on est le méchant, ça demande quand même un certain culot. Mais ils mixent maintenant les techniques. Donc ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus, parce qu'avant, la fraude financière, c'était un domaine avec des fraudeurs, et puis la cybersécurité, c'était un autre domaine. Maintenant, ils bossent ensemble. Donc ça veut dire qu'ils vont commencer par attaquer le système informatique d'une entreprise, prendre le contrôle de la boîte mail d'un employé et puis envoyer un message à un client en disant « Oh, on a changé de banque. Voici notre nouveau numéro de compte. Merci. D'ailleurs, les factures qui vont arriver auront peut-être le mauvais numéro, mais ça vient, ça va changer. Qu'est-ce qu'on fait? On change le numéro dans le système de facturation et c'est parti. » Oui, mais ça a commencé par une attaque informatique, pas par une fausse facture. Donc, il faut être prudent. Aujourd'hui, c'est plus large. Les cybercriminels sont de plus en plus innovants. Ils vont tout essayer. Et donc là, typiquement, dans les outils dont tu demandais, je pense que pour ce qui est fraude financière, c'est assez facile. C'est former sa comptabilité, former les gens qui ont accès au compte de l'entreprise pour détecter que quand il y a une demande d'argent ou de transfert urgent et secret, ça peut être une fraude au président. Un changement de numéro de compte, d'où que vienne la demande,
on appelle le fournisseur pour vérifier. Il y a des choses très simples à mettre en place, des processus très simples à mettre en place. Et d'ailleurs, on a fait, j'ai participé avec Febelfin et Canal Z à une série d'émissions justement sur cette fraude financière. On a donné tous les trucs là. Tout à fait. Donc, encore une fois, le maître mot, c'est tous sur le pont, avant, pendant et après. Et sensibilisation maximale, ça c'est sûr et certain. Et au niveau, vous parliez, Eric, de la nouvelle Red Line de Agoria. C'est accessible par toute entreprise, cliente, non cliente, membre, pas membre? Alors, initialement, l'initiative était de couvrir les membres, parce qu'Agoria offre des services gratuits aux membres. Et comme on a une suspicion que le nombre d'attaques augmente, mais qu'il va y avoir un impact pour nos plus petits membres, ou peut-être une section de nos membres, donc il y a des membres qui sont dans le digital peut-être un peu plus matures au niveau des cyberhygiènes, donc les activités minimum que l'on doit mettre en place. Et il y en a d'autres, par contre, comme peut-être le milieu manufacturier ou le milieu industriel, sont peut-être un peu moins réceptifs, je veux dire, à l'importance de la cyber. Et comme vous le savez, il y a 2/3 de nos membres chez Agoria qui est justement dans ce secteur, je vais dire, manufacturier industriel. Ce que l'on a fait, pourquoi on a implémenté cette Red Line, c'est aussi de pouvoir rassurer, accompagner, je l'ai déjà dit, plusieurs exécutifs qui, comme vous l'avez dit, on est dans l'émotionnel. Quand on est attaqué, on est dans l'émotionnel. Vous pouvez avoir tous les plans que vous voulez, on a quand même un degré émotionnel. Parce qu'on peut toujours avoir un plan pour une bataille, mais quand la bataille est annoncée, le plan est déjà désuet. Et donc, à un moment donné, il faut vraiment accompagner ces personnes et leur dire « vous n'êtes pas tout seul et nous avons un pool de 80 sociétés qui peuvent vous aider ». Alors, comment ça fonctionne? C'est une ligne téléphonique disponible de 8h, de 7h du matin jusqu'à 17h, donc plutôt business hour. Et on a aussi un vocal mail sur lequel on a la possibilité d'envoyer un mail la nuit, etc., pour diffuser ça à 4-5 personnes au sein d'Agoria. Alors, effectivement, donc pour nos membres, c'est gratuit. Pour les non-membres, on a 2 types de non-membres. On a les membres affiliables, ça veut dire que ce sont des potentiels membres. On leur demande une modeste contribution, et à partir de là, s'ils deviennent membres, ce sera déduit. Et l'autre partie, sur les non-membres, effectivement, là, on demande la même petite contribution, mais on met en relation notre écosystème cyber, donc les 80 sociétés. Alors, au niveau de l'aide et de l'accompagnement, c'est quoi? Premièrement, réceptionner l'appel. Deuxièmement, les rassurer. Troisièmement, j'ai beaucoup aimé les choses minimum. Je pense qu'Alexandre a mentionné le one-pager avec « est-ce que vous avez un plan de communication? Est-ce que vous avez un signal ou un WhatsApp groupe ?» Vraiment des choses essentielles, on ne va pas les réénumérer ici. Mais donc on les accompagne tout doucement et avec les questions, on peut déjà faire un petit état des lieux. La maison brûle, vous appelez les pompiers. Ah, mon entreprise brûle, j'appelle qui? Agoria peut vous aider. Et je voudrais quand même insister quelque chose, c'est que vous parliez du CIRT, mais vous savez qu'en Belgique, on a 1 081 000 entités, et 99% de ces entités, donc les entreprises, sont de moins de 50 et de 10 employés, si je puis dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, toutes ces entités n'ont pas la capacité d'avoir peut-être un service IT dédié. 2, ce n'est pas leur core business. Tout à fait. Et 3, quand ils sont dans un fait où ils sont complètement démunis, mais ils ont besoin de quelqu'un, enfin, au moins une référence, quelque chose de confiant, quelqu'un de confiant. Et l'objectif de cette Red Line, c'est de pouvoir justement fédérer, je veux dire, cet ensemble de cet écosystème vulnérable et de pouvoir les accompagner et de les inciter peut-être à suivre des masterclass ou de lire des one-pagers ou de s'inspirer de l'ensemble des activités que l'on a dans l'écosystème. Et je terminerai par ceci, c'est vraiment... On est là pour aider nos membres et je pense qu'il faut vraiment être transparent. Vous aviez parlé de la transparence, ça c'est quelque chose de fondamental. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, le fait d'avouer, dire la vérité, on est à moitié pardonné. Même si par hasard on a été victime d'une attaque, mais simplement dites-le à vos membres, dites-le à vos employés, dites-le à vos fournisseurs et ça se passera beaucoup mieux. Tout à fait, c'est un très bon conseil. Stéphane Audin, je voulais vous demander encore, on a parlé de communication. La communication en interne, elle est très importante et on se rend bien compte que les gens sont particulièrement stressés quand ça arrive. Dans un hôpital, les médecins, tout le personnel hospitalier qui doit aussi réagir. Mais la communication en externe, elle doit aussi être gérée. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Est-ce qu'il y a intérêt à communiquer en externe? Je crois qu'il faut absolument communiquer. Donc ce que disait Sabrina, ce que disait Eric, c'est important de gérer cette communication et de donc la responsabilité de la communication, c'est le directeur général avec l'équipe communication
Et que, comme dans notre cas, ils ont préparé des communiqués de presse très précis en expliquant ce qui s'est passé, en rassurant les gens pour dire, voilà, oui, nous sommes victimes d'une cyberattaque. L'hôpital continue à fonctionner, il n'y a pas de danger pour les patients. Il n'y a pas de données qui ont été volées dans notre cas. Donc, et nous avons enclenché notre plan d'urgence et nous faisons tout pour établir la situation. Donc c'est la première communication qu'on a faite. On l'a répété, on a refait une communication plus tard dans la journée pour faire un état des lieux. Et ensuite, il faut communiquer aussi en interne. C'est important de communiquer aussi à tous les employés. Donc il y a deux types de communication. La communication qu'on envoie au grand nombre et des communications opérationnelles, plus techniques avec les gens qui gèrent la crise. Mais on a communiqué aussi aux employés, on a envoyé des notes de service en concertation avec notre comité de crise et la communication. Moi-même, j'ai personnellement envoyé des emails, par exemple, à tous les employés. On avait la chance d'avoir les emails sous le cloud, donc on a toujours les emails qui fonctionnaient. Donc je pouvais expliquer ce qui se passait et ce qu'on faisait, et ce qu'on attendait d'eux. À un moment, on a dit, maintenant il est impératif, on va faire un reset password de tout le monde. Parce que notre Active Directory a été compromis, donc potentiellement, les données des comptes ont été exfiltrées. Donc aujourd'hui, on va faire un reset password de tout le monde. Et tout le monde a suivi, tout le monde l'a fait. Donc c'est quelque chose qu'on pensait compliqué parce que tous les mots de passe ne sont pas synchronisés sur tous les systèmes, parce qu'on a des mots de passe techniques, des applications, etc. Et tout. Mais on a mis en place toute l'équipe de call center, 10 personnes qui étaient là pour répondre, pour aider les gens. Et finalement, ça a été moins pénible que ce qu'on avait anticipé. Donc ça s'est relativement bien passé. Donc je répète, je dirais des choses qu'on pense impossibles. Finalement, quand on doit le faire dans l'urgence, il y a moyen de les faire, on peut les faire très vite, donc faites-les avant. Et alors aussi les communications opérationnelles, il y a des choses qui sont importantes de communiquer. Par exemple, une information que j'ai communiquée aussi à mes peers, donc les autres hôpitaux, c'est ce qu'on appelle les IOC, les Indicators of Compromissions. Donc ce sont des signatures de l'attaque, donc des fichiers qui ont été utilisés par les pirates, qu'on a retrouvés. On leur dit, on a retrouvé ça sur nos systèmes, vérifiez chez vous si vous ne les avez pas. Et donc ça, c'est le CERT qui nous a donné ces informations-là, donc communiquer aux gens qui sont connectés, comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes analyser la situation chez eux pour voir s'ils n'ont pas été attaqués. C'est grâce à ça que nous, d'ailleurs, on a su qu'on n'était pas du tout impactés, au fait. Donc on a coupé par précaution, mais finalement, ils n'étaient pas arrivés jusque-là, quoi. Donc... Le temps passe. Ce que je vais vous demander, on a parlé beaucoup de restauration des données, de l'activité, comment traverser. Moi, je voudrais aussi savoir... En quelques mots, chacun d'entre vous, comment vous conseillez de restaurer la confiance en interne et en externe? Parce que subir une cyberattaque, ça met aussi à mal la confiance que vos fournisseurs, vos clients et même le personnel peut avoir. J'ai entendu des entreprises dans lesquelles plus personne n'osait aller sur son PC tellement ils étaient traumatisés. Et aussi pousser les gens à dénoncer le fait qu'ils aient fait une minime erreur, qu'ils aient accepté. Et donc, je vais commencer par Sabrina. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil? Comment faites-vous pour sensibiliser en interne? Alors, moi, pour sensibiliser en interne, on a un outil de sensibilisation. Ou alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais dans les unités et je demande de faire une campagne de sensibilisation. En tout cas, ce que je prévois, c'est en général une session d'1 heure. Et donc, j'adapte ma sensibilisation en fonction du service. Comme ça, moi, ça les touche directement. Et justement, ce point est très important pour moi, c'est ce que je leur dis. Ne soyez pas gênés ou avoir honte, en tout cas, d'avoir cliqué sur un lien phishing ou rentrer justement ces données, parce que ça arrive, c'est de mieux en mieux fait. Alors, il n'y a pas que le phishing, il y a aussi le vishing, donc ça par téléphone, et ça arrive aussi, et là, il y a encore plus de pression, en changeant la voix, en plus, on peut vraiment faire paraître pour quelqu'un de la direction, et alors qu'on ne l'est pas. Donc voilà, s'il y a le moindre doute, je préfère qu'on me contacte, et au moins on va prendre des mesures nécessaires plutôt que de l'éviter. Et malheureusement, on aura laissé la porte d'entrée ouverte pour les criminels. Une culture no blame. Voilà, no blame. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment important, quoi. Bon, maintenant, on essaie de ne pas appuyer sur le mauvais lien ou quoi, mais voilà, ça arrive à tout à chacun. Donc, je pense clairement, c'est tous ensemble. Pour moi, la cybersécurité, c'est... il y a des outils, effectivement, mais je pense que la première barrière, c'est aussi l'humain. Et à l'hôpital, je pense que c'est le travail de tout le monde. Tout à fait. Et c'est en collaboration. Et la restauration de la confiance externe, Alexandre? Je dirais, en fait, demander de l'aide. Tu vas me dire, ce n'est pas tout à fait la réponse à ma question. Mais si, parce que quand on est une PME et qu'on n'a pas vraiment de préparation comme on peut l'avoir, les hôpitaux ont des budgets.
pas toujours facile à voir, mais vous en avez C'est certainement pas le budget, plus mais que pour une PME. Mais quand ça arrive, on est démunis. Si je veux pouvoir bien communiquer, si je veux pouvoir bien gérer mon incident, si je veux savoir bien parler avec mes employés, alors que pas toujours bien préparé, on le sait, demander de l'aide. On a parlé du CERT.be, les pompiers du web en Belgique, ils sont là pour vous aider. Sur le site internet, donc CERT.be, il y a des fiches sur comment réagir, comment communiquer aussi. Et de plus en plus aujourd'hui, on le voit, la ligne rouge que Agoria lance, on peut avoir de l'aide. Il ne faut pas être honteux d'avoir été victime d'un cyberincident. Plus vite vous réagissez et plus vite vous demandez de l'aide, mieux ça va se passer. Tout à fait. Agoria? Je dirais 3 choses. Transparence, on l'a déjà dit. Transparence, communiquer à l'intérieur, communiquer à l'extérieur. La deuxième chose, je pense, supply chain security. Vérifier que vos fournisseurs ont quand même le même niveau de maturité que vous, ou au moins les inciter à réfléchir. Et 3, je pense, c'est quelque chose qu'on évangélise un peu au sein d'Agoria, c'est ABC for Executive. Le A représente Asset Management. Comment vous gérez vos actifs? Vous n'avez pas protégé ce que vous ne connaissez pas. B, c'est Business Modeling. Si vous avez un problème sur un de vos actifs, quel est l'impact sur l'application ou le service client? Et C, tout simplement, Continuity. Qu'est-ce que vous mettez en place comme, je veux dire, plan de désastre, Business Continuity Plan, etc. ABC for Executive. Voilà. Et Stéphane, je vous donne le mot de la fin. On a bien tout dit. Donc l'ABC, je trouve que c'est un très beau modèle, en effet, parce que ça résume très bien tout ce qu'on a dit. Je rejoins ce que disait Sabrina aussi. C'est important de créer une culture de transparence auprès des utilisateurs pour qu'ils soient sensibilisés. Donc nous, on le fait aussi via des communications, des notes de service, via l'intranet, via des flyers, des écrans de communication, pour sensibiliser les gens au risque et de comment reconnaître un phishing, une trace de cyberattaque, et de nous communiquer en cas de doute. Si le moindre doute suspect qu'ils ont, ils nous signalent au niveau du service desk ou du helpdesk informatique. Il vaut mieux qu'ils rapportent trop que pas assez. Donc, il n'y a pas de blâme de rapporter de trop. S'ils ont un doute, un suspect, une question, on est à leur écoute, à leur disposition pour répondre à toutes leurs questions. Et c'est la même chose vis-à-vis des fournisseurs, de tous les partenaires qui travaillent avec nous. Hein. Donc, on a des sociétés pharmaceutiques qui font des études cliniques, etc., et tout, qui sont très inquiets, qui ont aussi des procédures très strictes en cybersécurité. Donc, ils veulent des garanties pour dire est-ce que vous avez vraiment fait le nécessaire pour vous protéger. Et là, on travaille ensemble avec notre CISO, notre DPO. Nous, on en a 2, on a un CISO et un DPO, donc c'est pas comme un Brugman, nous. Gabriel a fait les 2, mais avec CISO et DPO, on travaille ensemble pour avoir une stratégie de communication pour savoir qu'est-ce qu'on communique vers l'extérieur. Donc la communication, c'est essentiel. En tout cas, je vous remercie tous les 4 et je vous remercie derrière votre écran pour votre attention et vous souhaite une excellente journée.